Bonjour à tous, je vous propose cette 10e rencontre dans le cadre de ce bloc de cours que j'ai intitulé « Analyse numérique des équations dérivées partielles ». Je vous rappelle que lors de notre dernière séance, nous avons conforté les premiers schémas aux différences finies que nous avions déjà mis en place concernant l'équation de la chaleur. Et donc, à la finale, nous avons à ce jour vu ensemble le schéma explicite, le schéma implicite et le schéma de Crank-Nicolson qui permettait, je vous le rappelle, d'obtenir une meilleure précision, tout au moins, un schéma d'ordre 2 par rapport au schéma explicite et implicite qui sont que des schémas du premier ordre. Alors nous allons voir, est-ce que le prix à payer pour le schéma de Crank-Nicolson, certes du second ordre, comme encore pire, j'ai envie de dire, pour le schéma implicite du premier ordre uniquement, est-ce qu'il y a matière à payer ces caractères implicites par rapport au schéma explicite qui, somme toute, est du premier ordre et qui pourrait peut-être se suffire, en tout cas suffire dans un bon nombre de conditions expérimentales, pratiques, que vous auriez à considérer. Et toute cette introduction pour vous dire que, eh bien, nous allons, pour ce faire, passer à présent à une notion fondamentale dans tout ce qui concerne les schémas aux différences finies, pas seulement pour les équations dérivées partielles paraboliques, c'est-à-dire avec l'équation de la chaleur que nous étudions, à savoir, eh bien, il s'agit de l'étude de la stabilité de ces schémas, la notion de stabilité, troisième partie, analyse de la stabilité par la méthode de Fourier, ou, oui, bon, on y va, par la méthode de Fourier. Alors, avant d'introduire cette notion de stabilité, le contexte que l'on va considérer ici, alors on va dire 3.1, analyse en domaine non borné. En domaine non borné. Autrement dit, comme je vous l'avais dit, c'est l'une des deux grandes familles d'équations dérivées partielles que l'on considère, en tout cas pour ce type d'équation, à savoir, donc on va considérer U, solution de l'équation de la chaleur, du sur dt au point xt, eh bien, c'est égal, comme vous l'avez comme nous l'avions vu, d2u sur dx2 au même point xt, bien évidemment. Et le caractère non borné donc, se spécifie à présent, à savoir que x appartient à R et t est sur R plus étoile. À vrai dire, la notion de non borné véritablement spécifie la plage de variation de la variable petit x. Alors, comme on l'avait déjà remarqué, à ce type de problème, pour obtenir un problème de nature un tantinet soit peu bien posé, j'ai envie de dire, il est nécessaire de connaître la condition initiale, U0 est donnée, pour permettre en quelque sorte de décrire le champ de température propagé, diffusé par l'équation de la chaleur. On parle plutôt de la diffusion de la chaleur d'ailleurs, hein, mais en fait c'est bien le champ de température que l'on va observer, initialement connu à U0 de x pour tout x, et qui va être modifié dans le temps au travers de cette mécanique thermique, évidemment, comme on l'a déjà évoqué ensemble. Alors, de quoi parle-t-on pour cette histoire de stabilité? Je vous rappelle, eh bien, comme je le disais en introduction, nous avons envisagé trois types de schémas, le schéma explicite, le schéma implicite et le schéma de Crank-Nicolson. Eh bien, on va les écrire, ces trois schémas, dans le cadre de ce qu'on appelle le θ-schéma, défini au travers d'un paramètre θ qui va être défini à choisir dans l'intervalle 0,1. Et on va construire le schéma aux différences finies, on va considérer dans ce qui va suivre. Alors, U tilde J n plus 1 égale U tilde Jn plus K sur H2. Alors, 1 moins θ U tilde
j moins 1 n moins 2u tilde j n plus, alors 1 moins θ, u tilde j moins 1 n moins 2 u tilde j n plus u tilde j plus 1 n. Et donc, le 1 moins θ est en fait un poids devant cette combinaison, que vous reconnaissez bien évidemment. Et puis plus θ, ah oui, c'est un peu long à écrire, mais c'est pas bien méchant, u tilde j moins 1 n plus 1, cette fois-ci. La même combinaison, mais au pas de temps, n plus 1. Moins 2 u tilde n plus 1 j. Et puis plus u tilde n plus 1 j plus 1. Voilà. Et donc tout ça, c'est multiplié par k sur h2. Voilà ce que l'on appelle le θ-schéma. Alors je vous rappelle dans les notations, mais enfin bon, c'est la suite de notre précédente rencontre, hein, où l'on a noté, où l'on note, bien évidemment, u tilde jn, d'une manière générale, c'est l'approximation de u en xj et à l'instant tn, avec, eh bien, xj égale jh, le pas d'espace uniforme, et tn égale n fois k, k, le pas de temps, je vais l'écrire, hein, de toute façon, si vous voulez. H, c'est le pas d'espace, et k, c'est le pas de temps, qui sont supposés constants. Donc, on a un maillage uniforme en temps et en espace. Et donc, u tilde jn, c'est bien l'approximation qui, voilà, qui est solution donc de ce que l'on appelle le θ-schéma. Alors, on pourrait le construire, mais là, je vais, pour passer à la partie concernant la stabilité, je ne vais pas le construire comme j'ai construit avec vous le schéma explicite, le schéma implicite et le schéma de Crank-Nicolson. Par contre, remarque tout de suite que vous pourriez totalement faire, hein, sans aucune difficulté, lorsque θ égale 0, eh bien, le θ-schéma, quand θ égale 0, vous voyez que le schéma, c'est le schéma explicite. On a le θ-schéma donne le schéma explicite. Pourquoi? Ben parce que donc, ce terme-là s'annule. Celui-ci, alors vous allez me dire, non, non, on ne l'a pas présenté comme d'habitude. Oui, c'est vrai, mais en fait, j'ai explicité ici, si vous voulez, u tilde j n plus 1 en fonction du reste. Alors, en fonction du reste, qui est explicite si c'est le pas de temps tn, rappelez-vous, et qui est aussi implicite si cette quantité est non nulle. Mais quand θ égale 0, cette quantité est nulle, et donc vous avez u tilde jn plus 1 moins u tilde jn sur k, c'était l'approximation de du sur dt, rappelez-vous, au point xj et tn, ça, voir les vidéos précédentes, égale, eh bien, cette quantité-là, vu que θ égale 0, donc c'est vraiment cette quantité-là divisée par h2, c'est d2u sur dx2, l'approximation de d2u sur dx2 au point xj tn. Donc, pas de souci pour θ égale 0. θ égale 1, eh bien, pas de souci non plus, c'est le schéma implicite. Alors, vous faites le même effort que je viens de faire à l'instant pour θ égale 0 et vous obtenez le schéma implicite. Cette quantité-là est nulle. La partie gauche, hein, u tilde jn plus 1 moins u tilde jn sur k, c'est toujours du sur dt. Et on avait démontré que c'était au point xj tn plus 1 que cette quantité-là représentait une approximation. Et puis donc égal, puisque θ égale 1, donc cette partie est nulle. Et là, vous avez cette quantité avec θ égale 1 divisé par h2 qui représente l'approximation de d2u sur dx2 au point xj et à l'instant tn plus 1. Tn plus 1. Enfin, ben oui, qui peut le plus, peut le moins, allons jusqu'au bout. Quand θ égale 1,5, eh bien, c'est le schéma de Crank-Nicolson. Et je vous renvoie de nouveau à la séance précédente pour comment dirais-je, constater que c'est bien le schéma de Crank-Nicolson. Quand θ égale 1,5, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en tout cas, vous avez la moyenne de la combinaison linéaire à l'instant t, la moyenne de la combinaison tout simplement de la dérivée seconde partielle en x à l'instant tn, divisé par h2, et puisque θ vaut 1,5, et de la quantité, de la même quantité à l'instant tn plus 1, de d2u sur dx2 à l'instant tn plus 1. Fort de ce constat, on va procéder
à l'analyse de la stabilité. Si vous voulez, on reviendra sur ces cas de figure particuliers, mais on va procéder à l'analyse de stabilité dès lors que l'on aura défini en quoi elle consiste, sur le θ-schéma, carrément pour disposer d'un résultat global. Alors, de quoi s'agit-il? Quelle est la problématique à laquelle veut et doit répondre la notion de stabilité? Pour le schéma explicite comme pour le schéma implicite, vous voyez l'intérêt d'avoir écrit le θ-schéma sous cette forme et donc ces trois schémas en particulier sous cette forme. Eh bien, ça nous permet de dire que si l'on note U, J, N, alors cette fois-ci, ce sont les vraies valeurs, comme on l'avait déjà vu ensemble, de la solution au point xj et tn. Eh bien, si l'on note cette quantité-là et que l'on remplace, les utiles Jn dans les schémas, explicite, implicite, Crank-Nicolson ou dans le θ-schéma de manière générale, et que l'on remplace les utiles Jn par UJN. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous auriez pour les schémas explicites et implicites. Explicite et implicite. Pourquoi je les traite simultanément? Parce que je vous rappelle que ces deux schémas étaient du premier ordre si K est un grand taux de H. Pour les schémas explicites et implicites, si K, je viens de le rappeler, est un grand taux de H, donc ça veut dire qu'on avait, rappelez-vous, un grand taux de K du côté gauche de l'équation et un grand taux de H2 du côté droit. Mais si K est un grand taux de H, globalement, c'était un grand taux de H qu'il fallait considérer, ou un grand taux de K. Donc ça veut dire que on aurait en remplaçant UJ n plus 1 égale UJN, plus tout ce qui est propre à chacun des schémas selon qu'on soit avec le schéma explicite ou implicite. Et puis, on aurait ici une quantité qui serait l'erreur, les grands taux qu'on a négligés pour écrire ces schémas-là, mais qui devraient réapparaître, évidemment, si on veut écrire une égalité, avec epsilon de H qui vaut quoi? Eh bien, puisque j'ai rappelé que c'était des schémas du premier ordre en H, ou en K, si vous voulez, vu qu'on a multiplié par K, ça veut dire qu'on n'aurait pas un grand taux de H ou un grand taux de K, mais on aurait un grand taux de K2 ou un grand taux de H2, puisque j'ai multiplié par K. Donc en fait, ça veut dire avec epsilon de H égale un grand taux de H2. Donc cette erreur entre utile Jn plus 1 et utile Jn, puisque ce epsilon de H est simplifié pour passer aux approximations, eh bien c'est ce que l'on appelle l'erreur de discrétisation locale. Locale dans le sens, on passe d'un pas de temps à un autre, à celui qui lui succède. Et donc ça, c'est ce que l'on appelle l'erreur de discrétisation locale. Marquez-le clairement entre deux pas de temps. Entre deux pas de temps. Et pour un schéma du premier ordre, c'est bien un schéma du premier ordre, si K est un grand taux de H, eh bien, l'erreur de discrétisation locale entre deux pas de temps est, pour un schéma du premier ordre, en grand taux de H2. Et la question que l'on se pose, c'est que si on est entre un pas de temps et celui qui lui succède avec cette erreur qui est de l'ordre de H2, on va dire, un multiple du H2, on peut se poser la question, lorsque l'on va cumuler toutes ces erreurs, ce qu'il en serait au bout de la chaîne de discrétisation en temps. C'est-à-dire que si l'on suppose, par exemple, si l'on suppose que T appartienne, cette fois-ci on va dire à 0 grand T. De sorte que grand T, si vous voulez, l'échelle de temps de résolution, soit égale à grand N delta T, si vous voulez.
pas de temps élémentaire. Autrement dit, à partir de là, vous avez que grand N, eh bien c'est grand T sur delta T, soit avec les notations avec petit k, c'est grand T sur k. Et donc je vais effacer le schéma, le θ schéma. Et donc, si à un pas de temps donné, l'erreur est en grand O de H2, comme on vient de le voir ici, et donc que j'ai rappelé là, eh bien ça veut dire que sur grand N pas de temps, grand N c'est un quoi? C'est un grand O, vous voyez, de 1 sur K. C'est-à-dire un grand O de 1 sur H. Autrement dit, l'erreur, si l'erreur locale se propageait, ou se cumulait, je dirais même mieux, proportionnellement, de manière identique à chaque pas de temps, donc se cumulait, on va le dire comme ça, si l'erreur locale en grand O de H2 était cumulée, donc se cumulait, et j'ai envie de dire uniformément, sur les grands N, ici pas de temps, eh bien l'erreur globale cette fois-ci, l'erreur globale observée serait, eh bien vous voyez quoi? Eh bien par pas de temps on a un grand O de H2 d'erreur, ça c'était notre introduction, et on multiplie par le nombre de pas de temps, mais grand N, on a vu que c'était un grand O de 1 sur H. Et donc globalement on aurait un grand O de H. Donc ça, c'est si on peut faire une règle de 3, à savoir si chaque pas de temps procure une erreur en grand O de H2, 2 pas de temps c'est 2 grands O de H2, n pas de temps c'est grand N grand O de H2, mais comme le grand N, on peut l'évaluer en fonction de K, donc en fonction de H, eh bien sur grand N pas de temps, et on aurait une erreur globale qui serait en grand O de H. Et vous avez compris que tout ceci repose sur l'hypothèse fondamentale que chaque pas de temps est équivalent à tous les autres dans l'ascension à l'Alpe d'Huez, comme disait mon feu collègue Daniel Evrard, dont je vous ai déjà parlé un certain nombre de fois. Daniel Evrard disait, mais est-ce que les premiers mètres au pied de l'Alpe d'Huez sont réalisés avec la même fatigue que les derniers mètres à la fin de l'ascension? Bien évidemment que non. Il y a cette fatigue, il va y avoir ce cumul qui risque de ne pas suggérer une proportionnalité ou une uniformité de cumul d'erreurs. Parce qu'en fait, on parle bien d'erreur. Cette quantité-là, le epsilon de H, c'est bien l'erreur qui est observé entre un pas de temps et le suivant, et qui va être cumulé au fil du temps. Et donc, on se pose la question de savoir si ce cumul ne va pas diverger ou être limité, contrôlé. C'est ce que l'on va appeler la stabilité. Vous l'avez compris, c'est cette définition intuitive. Alors, on va même la formaliser un peu plus concrètement. Cette notion de stabilité qui veut éviter justement que ce cumul d'erreurs locales diverge en quelque sorte. Et tout ceci repose sur le fait que les pas de temps, en quelque sorte, ne sont pas équivalents les uns des autres. Cette fameuse image à laquelle je faisais allusion au nom de Daniel Evrard, entre le début d'une ascension et la fin d'une ascension, par exemple, celle de l'Alpe d'Huez, pour reprendre très précisément ses propos. Et bien donc, fort de ce constat, je vais à présent donner une définition. C'est donc une définition intuitive, c'est mieux, de la stabilité.
Alors la définition intuitive de la stabilité, on ne veut pas finalement que se propage, comme on vient d'en parler, on ne veut pas que se propage de manière divergente, en quelque sorte, ce cumul d'erreurs. Donc, on va dire la chose suivante, qu'un schéma est stable si, pour toute condition initiale, bornée, eh bien l'approximation reste bornée, quel que soit J et quel que soit N qui définissent utile JN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à n'importe quel endroit, quel que soit J, quel que soit XJ, à quelque moment que ce soit dans la résolution, quel que soit N, eh bien les utiles JN doivent être bornés si la condition initiale du système à résoudre est bornée de prime abord, on va dire. Alors pour illustrer ce propos de cette définition intuitive, reprenons le cas qui nous concerne, à savoir du sur dt en x et en t égale d2u sur dx2 au point xt. Et là, on est pour l'instant avec x et t appartenant donc à R, croix, R plus étoile. Même s'il y a un instant, pour comprendre d'un point de vue qualitatif la notion de stabilité, je me suis restreint sur une résolution sur R, croix, 0 grand T. Et donc, il faut rajouter à cette U0 de x qui vaut donc, comme je disais, la condition initiale U de x est de 0, U0 donné. Alors, quand on résout en x sur un axe infini, comme nous le verrons lors de notre prochaine rencontre, dans le cas d'un exemple complet que je vais traiter à la main, donc qui va bien valoriser cette notion de stabilité comme on est en train de la mettre en place, eh bien, lorsqu'on est sur un axe infini, vous avez dû voir en son temps que comment dirais-je, une bonne manière de représenter U0 de x, c'était par la superposition, entre guillemets, le mot superposition, de fonctions de sinus et de cosinus via la transformée de Fourier, plutôt via la transformée de Fourier inverse. La transformée de Fourier va passer dans le plan de Fourier, mais la fonction de départ, U0 de x, je peux la représenter comme une somme infinie indénombrable de sinus et de cosinus. Alors, si on a en tête cette notion-là, eh bien, quand je vais prendre une fonction, une condition initiale bornée, je vais supposer que U0 de x, premier cas, si vous voulez, je vais l'écrire sinus Px, où P est un paramètre réel. Parce que, évidemment, c'est un cas borné, et donc, dans ce cas-là, la solution, on va voir en quoi elle consiste, et si elle se porte bien, on va voir comment les approximations, au travers des schémas explicites, implicites, Crank-Nicolson, bref, le θ-schéma, d'une manière générale, comment propage cette condition initiale, ces schémas d'approximation. Alors vous allez me dire, oui, mais vous allez le faire que sur sinus Px, c'est pour ça que j'ai parlé il y a un instant de conditions nécessaires de stabilité, mais pour autant, grâce à l'analyse de Fourier, comme j'y faisais allusion il y a un instant aussi, eh bien, U0 quelconque n'est qu'un paquet de sommets infiniment indénombrables de sinus et ou de cosinus. D'ailleurs, l'analyse qu'on va faire maintenant avec les sinus Px, eh bien, vaudrait pour les cosinus. Je vous laisse vous débrouiller par rapport à ce que nous allons faire à présent. Et donc, l'idée est la suivante, c'est que si U0, on va dire plutôt, si U0 s'écrit comme ça, alors c'est très facile de montrer que la solution de ce problème, donc de l'équation de la chaleur assortie de cette condition initiale, eh bien c'est sinus Px E puissance moins P2 fois T. Voilà
la solution analytique d'un tel problème? Alors, vous allez me dire comment on le fait, je pourrais aussi vous le montrer. Je vous donne la clé bien connue. Ici, comme vous voyez ici, c'est une solution dite à variables séparées, c'est-à-dire on a découplé la partie en x de la partie en t, et donc vous écrivez u de x et de t égale f de x fois g de t, vous dérivez, vous évaluez la dérivée partielle en t, vous dérivez la dérivée partielle seconde en x, vous réinjectez en fonction de ce f et ce g inconnu, et vous allez trouver, grâce à la condition initiale qui est ici connue, eh bien cette solution sinus px, e puissance moins p de t. Ce qui est important pour ce qui nous concerne, on a, eh bien vous voyez que limite quand t tend vers plus l'infini de u de x et de t, c'est ni plus ni moins limite quand t tend vers plus l'infini de sinus px e puissance moins p2 fois t, c'est donc égal à 0. Non seulement la condition initiale est bornée, mais à tout instant et asymptotiquement en temps, là, à tout instant, il suffit de le voir ici, cette fonction est bornée à tout instant, et asymptotiquement, elle tend vers 0, donc elle reste complètement bornée. C'est ce que l'on appelle une solution stable, j'ai envie de dire, mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas la solution qui doit être stable, ce sont les approximations. Donc, on va écrire la chose suivante maintenant. À partir de cette observation sur la solution, on va considérer donc u tilde 0 U tilde 0j, eh bien ça va être ni plus ni moins que U0 en xj, c'est-à-dire U0 en jh. À savoir, puisque U0 c'est sinus px, eh bien c'est sinus jph. Donc pour la condition initiale, on va discrétiser la condition initiale en espace. Et on va maintenant, fort de cette, ici J appartient à Z si vous voulez, je ne sais pas, on n'a rien spécifié sur le nombre de mailles en X comme en temps, ce n'est pas le propos. L'intérêt c'est de comprendre qu'on passe d'une condition initiale continue, pour tout X, à une condition initiale discrétisée de manière extrêmement simple. On ne va pas approcher la solution lorsqu'on la connaît à l'instant initial, et donc c'est U0 en XJ, donc sinus JPH. Eh bien, lorsque la condition initiale est de cette forme, on va montrer maintenant, on va établir qu'il existe un grand A appartenant à R, tel que, eh bien, U tilde NJ, c'est-à-dire dès lors que la condition initiale s'écrit sous cette forme-là, eh bien on va montrer que l'approximation à l'instant n pour tout j s'écrit a puissance n U tilde 0j, autrement dit a puissance n sinus JPH ou PJH, vous le mettez dans cet ordre-là, où évidemment le U tilde JN est solution du θ schéma, des θ schémas. Et donc vous voyez que si on détermine le coefficient qu'on appelle grand A, s'appelle, je l'écris tout de suite, grand A c'est ce qu'on appelle le coefficient d'amplification. Il va amplifier, il va amplifier d'une certaine manière, et vous voyez de quelle manière, en puissance de n, va être amplifiée la condition initiale, puisque la condition initiale c'est finalement a puissance 0 qui vaut 1 U tilde J0, c'est-à-dire un sinus JPH bien borné, bien gentil, bien calme. Et donc vous voyez le problème, c'est que si grand A n'est pas en valeur absolue inférieure à 1, eh bien le schéma ne sera pas stable. Donc une condition nécessaire de stabilité, eh bien va être valeur absolue de A inférieure ou égale à 1.
Parce que s'il vaut 1, eh bien utile Jn vaudra utile 0, utile J0, pardon, utile J0 est borné, utile Jn sera égal à utile J0, impeccable. Donc, on a, par comment dirais-je, cette définition intuitive et au travers d'une condition initiale bornée, ici, c'est juste pour montrer une condition nécessaire. C'est-à-dire que si sous une condition initiale de sinus, on a une amplification ici qui diverge, c'est mort. Donc, il va falloir maintenant, dans ce cas particulier, motivé, je le répète quand même, par l'analyse de Fourier, eh bien, montrer qu'il existe ce coefficient d'amplification pour le θ schéma. Donc là, il va falloir être un peu patient dans l'écriture, un peu analytique, mais rien de bien méchant, et puis se souvenir des bonnes vieilles formules, enfin, elles ne sont pas si vieilles que ça, des bonnes formules bien efficaces de trigonométrie, puisque vous voyez qu'on a des sinus, et donc il va falloir injecter cette forme-là dans le θ schéma. Donc, pendant que j'efface, vous êtes en train de le faire. Et puis, bien, vous allez terminer et vous allez me dire que vaut le coefficient d'amplification. Et on aura la conclusion qui s'imposera pour le θ schéma avec les cas particuliers que l'on rappellera du schéma explicite implicité de Crank-Nicolson et on comprendra l'intérêt du schéma implicite comme celui de Crank-Nicolson. Alors, le θ schéma. Le θ schéma, s'écrit, je vous le rappelle. Ah oui, il va falloir l'avoir bien écrit pour pouvoir injecter cette quantité-là. Alors, on va l'injecter, cette quantité-là, c'est ça qu'il faut injecter pour tout J et pour tout N, c'est-à-dire on a J, J plus 1, J moins 1, essentiellement, et puis on a N et N plus 1. Alors, le θ schéma s'écrit. Je vous rappelle, on a U tilde Jn plus 1 égale U tilde Jn plus K sur H2. Et donc, on va mettre 1 moins θ, facteur donc de U tilde J moins 1 N, moins 2 U tilde Jn, plus U tilde J plus 1 N. Ça, c'est ce qu'on avait écrit tout à l'heure. Et puis la même chose maintenant, plus θ fois, la même chose au pas de temps N plus 1. Donc U tilde J moins 1 N plus 1, moins 2 U tilde J N plus 1, et puis plus U tilde J plus 1 N plus 1. Alors vous allez me dire, ça a l'air assez fastidieux de remplacer cette histoire là-dedans. Oui mais non. Alors, la première chose à faire, c'est de se rendre compte de la chose suivante. En termes de A, écoutez, vous allez avoir du A puissance N plus 1, du A puissance N, du A puissance N ici, et du A puissance N plus 1 là. Donc, on va simplifier, ce n'est pas la peine de tout écrire, on va tout de suite simplifier dans l'écriture par A puissance N. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ce sont ces combinaisons-là. Maintenant, la partie en A est traitée. Ce qui peut-être est un peu délicat, c'est la partie sinus, n'est-ce pas? Alors, on va l'écrire quand même. Quelle combinaison de sinus on doit écrire? Je répète que la partie en A, c'est-à-dire la partie en N comme en N plus 1, elle vient d'être traitée. On a simplifié par A puissance N. Alors, qu'est-ce que l'on a en sinus? Eh bien, on doit écrire un sinus, on va écrire un sinus J-1 PH, puis on doit avoir un moins 2 sinus JPH, et puis on doit avoir un plus sinus J plus 1 PH. Qu'il s'agisse de cette combinaison-là ou de celle-là, c'est bien celle-là, c'est bien cette combinaison de trois sinus que nous devons considérer. Alors, il y a quand même quelque chose qui apparaît ici, c'est que ces deux sinus, vous voyez, ces deux sinus, je vais les rapprocher parce qu'on a J plus 1 et J moins 1. Ça doit vous faire rappeler quelque chose. Et puis la somme de deux sinus, ça aussi, ça doit vous faire rappeler quelque chose. Alors on va le motiver autant que faire se peut. C'est sinus, finalement, or, j'ai envie de dire or, sinus, alors je vais le faire dans le même sens, oui c'est ça, JPH moins PH. C'est bien ça qui est ici, plus sinus
JPH plus PH. C'est bien ce qui est là. C'est de la forme sinus A moins B plus sinus A plus B. Si, hein, si cocosi. Donc, sin A plus B, c'est sin A cos B plus sin B cos A. Sin A moins B, c'est sin A cos B moins sin B cos A. Donc, on a, avec les formules que je viens de rappeler, on a sinus A plus B plus sinus A moins B, qui vaut ni plus ni moins de sinus A cosinus B. C'est si-cocosi qu'on vient d'utiliser par rapport à un autre cours que j'ai donné. Je ne sais plus si c'est chez vous dans un autre bloc de cours, peu importe. Et donc, ça veut dire que finalement, cette somme de 2 sinus s'écrit, eh bien, ni plus ni moins, 2 sinus A, 2 sinus, alors, J, P, H, cosinus, PH. Et donc, on obtient, donc si j'appelle cette quantité-là, je vais l'appeler, pour ne pas la réécrire, je vais l'appeler étoile. Eh bien, vous écrivez maintenant que étoile vaut très précisément. Alors, vous voyez qu'il y a pour ces 2 sinus JPH, cosinus PH. Et là, j'ai un moins 2 sinus JPH, le même. Donc, on va pouvoir mettre en facteur. Alors, je vais l'écrire. Hein, Donc, on a 2 sinus JPH. Non, pas du tout. Oui, c'est ça. 2 sinus JPH. Alors, il ne faut pas se tromper. Ici, facteur. Donc, si j'ai mis 2, cosinus PH. Et puis, pour là, on a moins 1. Alors, 1 moins cosinus x, c'est 2 sinus carré x sur 2, n'est-ce pas? Comme vous le savez. Donc là, ça va donner, avec le signe, donc il me faut, oui, j'ai la place ici. J'ai la place ici à condition d'en faire un petit peu là, pour diminuer la taille de ces crochets. C'est donc égal à moins 2 sinus carré x sur 2. Donc ça fait moins 4 sinus JPH. Et on a dit sinus carré PH sur 2. Voilà. Alors, c'est intéressant d'observer la chose suivante. Donc, en termes de indépendant de J dans cette combinaison-là, vous avez un sinus carré PH sur 2 qui va se factoriser ici et là, donc qui va se factoriser devant l'accolade, première chose. Et puis, en J, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça ne dépend pas de n, bien évidemment, puisque en n, je vous rappelle qu'on a simplifié par 1 puissance n. Donc, il y a un sinus JPH ici, il y a un sinus JPH là, mais il y a aussi un sinus JPH ici, et il y a aussi un sinus JPH là, puisqu'on a multiplié par 1 puissance n plus 1 là. Hein? Donc, en fait, on va réinjecter donc, dans le θ schéma. Alors, c'est pas la peine de tout écrire, quoi. Dans le θ schéma, en simplifiant, alors on l'a dit tout à l'heure, je viens de le rappeler, par A puissance n, et là je rappelle que je vais simplifier aussi par sinus JPH, eh bien, on a, alors je répète que ici on va avoir A puissance n plus 1 sinus JPH simplifié, donc il y a un A qui reste à gauche, ni plus ni moins, égal, mais ça c'est finalement le utile JN, donc là il reste 1, et puis alors attention, il y a un signe qui part à la volée, donc là il va y avoir un sinus qui va simplifier un sinus, il va y avoir en facteur moins 4K sinus carré PH sur 2, donc il va y avoir moins 4K sur H2, je vais devoir contrôler ça tout de suite, sinus carré PH sur 2. Et facteur de quoi? Eh bien, il va y avoir, pour la première, il va y avoir 1 moins θ et il ne reste plus rien. Parce qu'on a simplifié par A puissance n et puis on a simplifié par le sinus JPH et ce qui restait, le moins 4 sinus carré PH sur 2, il est là. Et pour le deuxième, attention, il va rester θ fois grand A.
puisque ici, on a simplifié par A puissance n, donc il reste un A, puisqu'on est à patente n plus 1, et puis il reste θ. Voilà. Alors, si on pose, alors là, c'est de l'algèbre assez simple, si on pose U égale 4K sur H2 sinus carré PH sur 2. Hein, on pourrait écrire ça de manière un peu plus élégante, si vous voulez. Donc, on a grand A égale 1 moins U, c'est bien ça, facteur de, donc 1 moins θ plus θ grand A. Je fais une remarque que je fais ici, mais que j'aurais pu la faire là. Donc, A ne dépend pas de J et N, ce qui est très important, puisqu'on a écrit que utile Jn, je vous rappelle, c'est A puissance n sinus JPH, et donc le grand A ici, pour garantir la condition de stabilité, on a dit qu'il fallait que ça n'explose pas, donc que valeur absolue de A soit inférieure ou égale à 1. Or, si A dépendait de n, on aurait des soucis quant à la conclusion. Vous allez trouver que grand A s'écrit 1 moins U sur 1 plus θU. Alors ça, c'est intéressant parce que U, c'est 4K sur H2 sinus carré PH sur 2. Donc cette quantité-là est positive. Donc ça, c'est évidemment inférieur ou égal à 1. Donc la condition nécessaire de stabilité s'écrit, dans ce cas-là, eh bien, grand A supérieur ou égal à moins 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 moins U sur 1 plus θU est supérieur ou égal à moins 1. Alors ça, on peut le redresser pour obtenir, donc c'est pas bien méchant, U facteur de 1 moins 2θ inférieur ou égal à 2. U facteur de 1 moins 2θ inférieur ou égal à 2. Alors je répète, mais là c'est vraiment de l'algèbre archi-élémentaire. Donc une fois qu'on a obtenu cette équation-là, et je l'ai motivée autant que faire se peut, on isole grand A, et grand A à cette expression donc, qui est stricte inférieure ou égale à 1, puisque U peut être nul éventuellement. Donc la condition de stabilité, je vous l'avais dit, c'est valeur absolue de A inférieure ou égale à 1 pour que le A puissance n reste moderato dès lors que la condition initiale est elle-même moderato, c'est-à-dire bornée. Et donc là, il ne reste plus qu'à écrire A supérieur ou égal à moins 1. Bon, ben, écoutez, c'est de l'algèbre et vous obtenez là cette condition-là qui nous dit une chose tout de suite très sympathique. Puisque U est positif, premier cas, si 1 moins 2θ négatif ou nul. Eh bien écoutez, cette condition-là est toujours vraie. C'est-à-dire ça veut dire θ supérieur ou égal à 1,5. Alors, le θ schéma est inconditionnellement stable. Inconditionnellement stable. Stable. Il n'y a pas de contrainte de rapport entre le pas de temps et le pas d'espace. Parce que vous voyez que finalement, tout ça, ça va être la guerre entre le pas de temps et le pas d'espace. On va le voir dans un instant quand θ est, cette fois-ci, inférieur à 1,5. Mais là, ça veut dire, en particulier, rappelez-vous, θ égale 1,5, c'est le Crank-Nicolson. θ égale 1, c'est le schéma explicite, implicite. En particulier, le schéma, et maintenant on comprend l'intérêt du coût à payer, le schéma implicite comme celui de Crank-Nicolson, leçon.
Et donc, ça vaut le coup de payer, alors selon les moyens, un schéma du premier ordre, mais inconditionnellement stable, c'est le schéma implicite. Et si vous avez un peu plus de budget, alors il va falloir payer au niveau de l'informatique pour programmer le schéma de Crank-Nicolson. Alors là, ça sera Versailles les jours de fête, puisque dans ce cas-là, vous avez et un schéma du second ordre et un schéma inconditionnellement stable, magnifique. Par contre, si, eh bien, 1 moins 2 θ positif, c'est-à-dire θ inférieur strictement à 1,5, θ égale 0, le schéma explicite. Eh bien, pour que cette condition soit vraie, vous voyez ce qu'il faut écrire. Il faut écrire que 4K sur H2, hein, la valeur de U, sinus carré PH sur 2, fois 1 moins 2 θ. Il faut remplir la condition que cette quantité-là reste inférieure ou égale à 2, et j'ai envie de dire quel que soit P appartenant à R. Pourquoi quel que soit P appartenant à R? Parce qu'on a pris une condition initiale qui est sinus Px, donc on a ensuite itéré en termes d'approximation avec un 1 puissance n sinus JPH, mais c'est vrai pour tout P, pour tout sinus de la forme sinus Px, l'approximation pas de tantenne doit rester bornée. Donc quel que soit P, cette inégalité doit avoir lieu. Donc en fait, elle doit avoir lieu lorsque le sinus, puisque c'est vrai quel que soit P, lorsque le sinus est maximal, c'est-à-dire lorsqu'il vaut 1, ce qui donne que 4K sur H2 fois 1 moins 2 θ doit être inférieur ou égal à 2 à la finale, c'est-à-dire, eh bien, K sur H2 1 moins 2 θ doit être inférieur ou égal à 1,5. Et donc ça, c'est pour les θ schémas correspondant à des valeurs de θ strictement inférieures à 1,5. Et donc pour le schéma explicite, écrivons la condition ici si vous voulez. Pour le schéma explicite, lorsque θ égale à 0, eh bien, on doit remplir, on doit discrétiser en temps et en espace pour obtenir une discrétisation qui procure une approximation stable, comme on vient de le voir. En tout cas, c'est une condition nécessaire pour le schéma explicite. Eh bien, on a quoi? Eh bien, on a que K sur H2 doit être inférieur ou égal à 1,5. C'est en tout cas la condition nécessaire pour ce schéma explicite. Pour ce schéma explicite, voilà la condition qu'il faudra remplir d'un point de vue pratique. Et donc, je vous propose la prochaine fois de traiter in extenso à la main un cas de résolution de l'équation de la chaleur en domaine non borné, justement, avec les problématiques de mise en œuvre, puisqu'on va être en domaine non borné, et à un moment donné, il va falloir borner la boîte numérique, comme je vous l'ai déjà dit. On va voir ça en détail la prochaine fois, avec le schéma de discrétisation explicite, et on comparera de manière très concrète les approximations du schéma explicite avec la solution exacte qu'on sera capable de calculer dans ce cas particulier, et vous verrez que ça vous rappellera des souvenirs d'enfance, enfin d'il y a 1 ou 2 ans, pas plus que ça. Hein. Et donc à ce moment-là, réapparaîtra très naturellement cette condition de K sur H2 inférieur ou égal à 1,5. Voilà, je n'en dis pas plus. N'oubliez pas de partager si vous trouvez utile d'informer vos amis, vos camarades ou vos connaissances de l'existence de ces cours, de ces vidéos disponibles totalement gratuitement sur YouTube, comme vous le savez, surtout dans cette période de confinement où des outils d'accompagnement comme celui-ci peut être on ne peut plus utiles. Et donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bonne journée.